indéboulonnable. C'est vraiment la démonstration par A plus B, quoi. Putain, c'est dingue. Oui, c'est très bien. Oui, c'est cool. Ça nous change aussi. Mais c'est clair. Je me rends compte. C'est le. Non, non, oui, c'est le Mercure à. C'est à 5 minutes d'ici. C'est sur le port. Ça va. C'est sur le port, c'est pas. Nous sommes souvent logés dans des choses plus luxueuses. Pour une nuit, on s'en fout. Même Montbrial y était. Même Montbrial y était. Père ou fils? Fils? Comme, très ambitieux. Il n'est pas antipathique. Non, pas du tout. Et il est construit en plus. Mais il vrille. Ouais. Exactement. Je vais l'utiliser celle-là. Alors lui, il était. Alors qu'il faisait la campagne de Valérie Pécresse. Il va aller avec Astérix Obélix, quoi. Il y a quand même une différence, c'est les mecs qui sont engagés avec Zemmour depuis le premier jour, qui Mais d'ailleurs, vous remarquez quand même, c'est incroyable sur l'histoire de Zemmour, lui, il a complètement disparu de la circulation. Mais c'est sa femme. Oui, mais c'est sa femme qui prend le dessus. Oui, mais elle est députée. Mais elle est partout. Attends, elle représente Sarah Knafo. Elle est invitée chaque 2 jours à la télé. Mais ça, il y a un sujet.
Bonjour, on va commencer, merci d'être là. Alors on va parler de l'OTAN aujourd'hui et des États-Unis. Alors c'est vrai que depuis quelques années, l'OTAN est traversée par des courants un peu contraires. D'un côté, l'OTAN s'est renforcée depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, c'est-à-dire que Vladimir Poutine, qui prétendait qu'un de ses objectifs était de tuer l'OTAN, lui a en fait permis de ressusciter. On a vu deux nouveaux membres, la Suède et la Finlande, qui étaient jusque-là neutres et qui n'avaient jamais eu une population majoritairement favorable à l'OTAN. Donc ces deux pays sont rentrés dans l'organisation. On a vu aussi un OTAN qui se cherchait une nouvelle mission depuis la fin de la guerre froide et errait un petit peu sans savoir exactement comment se réformer, parce que son cœur de métier, qui était la menace de l'Est, avait disparu. Et bien, cette menace est revenue et l'OTAN a retrouvé son véritable cœur de métier. Donc on peut dire que l'OTAN, depuis quelques années, de ce côté-là, est en pleine forme. En même temps, de l'autre côté, l'OTAN a été affaiblie comme jamais depuis la présidence de Donald Trump, qui, essentiellement par ses propos, a mis en doute la viabilité et la force de l'article 5. L'article 5, c'est celui qui organise la défense collective de l'OTAN, celui qui assure tout membre de l'OTAN, s'il est attaqué, que les autres se porteront à leur secours. Donc par ces mots, par ces menaces de ne pas utiliser l'article 5, Donald Trump a vraiment affaibli en fait l'organisation. La question aujourd'hui est totalement d'actualité parce que Donald Trump risque d'arriver à nouveau au pouvoir. Donc c'est un petit peu la question surtout centrale qui va nous occuper aujourd'hui. Je vais vous poser là. Alors avec nous avons Rim Montaz. Rim, vous êtes rédactrice en chef du blog Strategic Europe à la Carnegie Europe, et Bruno Tertrais, vous êtes rédacteur en chef adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique. Peut-être un jour rédacteur en chef, mais plutôt directeur adjoint. Qu'est-ce que j'ai dit, rédacteur en chef? Voilà. Et puis senior fellow à l'Institut Montaigne. Je vais commencer par vous, Rim. Je vais vous poser une question. Qu'est-ce qui se passe avec l'OTAN? Très simple, une question très simple. Si Donald Trump est élu à la Maison-Blanche le 5 novembre, quels sont les différents scénarios? Est-ce que c'est grave, docteur? C'est très grave, mais il y a une opportunité pour que l'Europe puisse aussi en faire plus pour elle-même. Mais je vais commencer par qu'est-ce qui se passe, les différents scénarios, parce que c'est la question que tout le monde se pose, étant donné combien l'élection américaine est serrée. C'est très difficile aujourd'hui de vous dire si Kamala Harris, la vice-présidente actuelle, qui se présente pour les démocrates pour la suite de Biden, pourra vaincre Donald Trump malgré tous ces esclandres et ces scandales à n'en plus finir. Et autour de Donald Trump, en fait, il y a trois différents courants de politique étrangère et de défense qui sont en compétition, et lui, pour le moment, n'a pas tranché. Il y a un courant qui est le courant très traditionnel, qu'on appelle le courant traditionnel des néoconservateurs, qui n'ont pas trop la côte, à vrai dire, autour de Trump, mais ils sont là. Et c'est ceux qui ont été à la manœuvre lors de l'invasion américaine de l'Irak en 2003, par exemple. C'est un peu leur grand fait de guerre. Et eux, leur perspective, c'est que les États-Unis doivent continuer d'être l'acteur majeur et principal et central de l'OTAN. Est-ce que juste une petite parenthèse, est-ce que vous classez dans ce premier clan les sympathisants de John McCain? Absolument. Donc John McCain, qui était un sénateur américain, qui avait des liens très proches avec l'Europe, qui était un soutien très important de l'OTAN du côté américain et qui est mort d'un cancer récemment. Et d'ailleurs, depuis sa mort, Donald Trump a vraiment pu vampiriser le camp républicain.
Le second camp est un camp qui pense qu'il faut prioriser la Chine aux dépens de tout, c'est-à-dire se retirer du théâtre européen, mais aussi du théâtre au Moyen-Orient, et se dire que la seule chose qui compte, c'est aujourd'hui le défi que pose la Chine aux États-Unis. Et que si les États-Unis n'arrivent pas à vaincre la Chine, eh bien les États-Unis ne seront plus la superpuissance qui existe aujourd'hui. Le problème, évidemment, avec cette perspective, c'est que elle brade l'alliance transatlantique qui a sous-tendu la paix, la stabilité en Europe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et aussi depuis la fin de la guerre froide. Donc c'est très dangereux pour les Européens et pour l'Alliance. Il y a un troisième camp qui pense que les États-Unis en font trop, c'est trop le gendarme du monde, et qu'il faut que les États-Unis se concentrent beaucoup plus sur leurs problèmes en intérieur, c'est-à-dire les infrastructures, l'économie, etc. Et évidemment, ils ont un biais aussi chinois parce que la Chine a un impact réel sur l'économie américaine. Et eux, sur l'OTAN, il y a un courant qui est très dur, qui en est à dire on croit au partenariat, c'est-à-dire des relations bilatérales entre les États-Unis et certains pays européens, notamment la Pologne, notamment l'Allemagne, pas tellement la France, pas tellement d'autres pays, et qui pensent que les partenariats c'est bien, mais ils ne croient plus beaucoup à l'alliance, A majuscule, c'est-à-dire l'alliance transatlantique, qui a été très très importante et structurante pour la paix et la stabilité et la sécurité des Européens. Et c'est là où les pays européens doivent en faire plus et prendre plus le relais pour leur propre sécurité. C'est quelque chose, je dois dire qu'en France, on a beaucoup intégré, beaucoup plus que dans d'autres pays européens, parce que y a une tradition en France de manier ces questions stratégiques beaucoup mieux que les autres. Mais le problème, c'est que la France aujourd'hui n'a pas les moyens de faire toute seule. Et donc sans un effet et un effort réel de la part des autres Européens, ça va être très compliqué si ce camp trumpiste domine la politique, s'il est élu. On reviendra sur l'Europe et la France. Bruno Tertrais, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça marche? Par exemple, si Donald Trump arrive au pouvoir, est-ce que les États-Unis peuvent quitter l'OTAN? Est-ce qu'on peut quitter l'OTAN? Et quels sont les scénarios d'affaiblissement de l'Alliance si Trump, qui, on le sait tous, a une vision plutôt transactionnelle des relations avec ses alliés, s'il décide d'abandonner l'OTAN? J'ai envie de dire que la diplomatie est par nature transactionnelle et que Trump ne serait pas le premier président américain, ou français d'ailleurs, à introduire de la transaction. Juste avant qu'on commence, vous avez encore le nom de Madame Gaub qui devait nous rejoindre. Donc je suis chargé de vous transmettre ces excuses. Nous avions monté ce beau panel avec Isabelle Rime et Florence, et que des problèmes logistiques majeurs la retiennent encore à cette heure autour de, pas très loin de Paris. Elle ne pourra pas être là, elle en est navrée. Juste un tout petit point pour Rime. Je ne sais pas si John McCain, qu'Isabelle et moi avons connu, aurait aimé être classé comme néocon. Néocon, c'est des mots qui pèsent très lourd en France, et tu le sais, je pense qu'il aurait préféré être appelé un conservateur traditionnel et du mainstream du Parti républicain. Mais je dis cela parce que les mots, ce n'est pas pour te reprendre, mais les mots ont leur importance, et le mot néocon est quand même très particulier. Alors, l'OTAN, c'est une structure qui marche quand même avec un leadership américain. Théoriquement, tout le monde pèse le même poids. Il y a 32 pays qui pèsent exactement le même poids. La voix du Monténégro, du Luxembourg, c'est la même que celle des États-Unis. À savoir que si vous avez un texte, une décision qui se prépare, il faut que tout le monde soit d'accord, parce que les décisions se prennent par consensus. Pas la majorité, il faut que tout le monde soit d'accord. Et donc, si le Monténégro lève la main en disant « moi je ne suis pas d'accord », ben, normalement la décision ne peut pas être prise. Et c'est vrai que très souvent, des pays, notamment la France, lèvent la main en disant « là on n'est pas d'accord, donc il faut changer le texte ». Mais c'est vrai qu'il y en a qui sont plus égaux que d'autres, ou plutôt il y en a un qui est plus égal que d'autres, et ce sont les États-Unis. De par leur poids militaire dans l'Alliance, ils ont effectivement un poids. Dès que le représentant américain parle, avant ou après celui du Monténégro ou du Luxembourg, bah, sa voix va porter davantage. Et j'allais dire, c'est normal. Moi, en tant que Français, ça ne m'a jamais vraiment choqué.
ce leadership américain, il n'est pas donc écrit, mais il est une tradition. Et les États-Unis, en général, estiment que leur travail, c'est d'essayer de construire ce consensus au Conseil de l'Atlantique Nord entre pays qui sont loin d'être toujours d'accord. Donc déjà, on voit pour votre question, Isabelle, que si les États-Unis faisaient défaut, on peut même se demander si l'OTAN pourrait encore fonctionner en tant qu'OTAN, telle qu'elle a marché depuis 1949, la date de sa création. Mais vous avez raison de dire qu'il y a plusieurs scénarios. Il y a un scénario dans lequel l'Amérique déciderait juridiquement de retirer du traité de l'Atlantique Nord. Alors ça, c'est compliqué. Il y a même un débat entre juristes américains pour dire est-ce que le président peut décider ça? Probablement pas. Après, on a vu aussi les présidents américains dire moi, je désigne, unsign, la ratification de tel ou tel traité. Juridiquement, c'est douteux. Pensez à l'accord de Paris sur le climat. Oui, ou à d'autres. Il y en a eu Ou à d'autres. l'accord sur le nucléaire iranien. Oui, sauf que ça, c'était pas un traité. Donc c'était un peu différent. Trump pouvait se retirer de cet accord par décision exécutive, par décision présidentielle. Il y a aussi un scénario où, on appelle ça, je crois, Rime, l'OTAN dormante, dans laquelle l'Amérique ne se retire pas de l'OTAN, mais ne s'investit plus dans l'OTAN. C'est-à-dire que le représentant américain, au Conseil de l'Atlantique Nord, il ne dit plus grand-chose. Il retire certaines forces, notamment aériennes et maritimes, qui pourraient, du point de vue américain, être beaucoup mieux placées aujourd'hui à l'est de la masse eurasiatique, à savoir pour défendre la Corée, le Japon, Taïwan. Ça, c'est un deuxième scénario. Il y a un troisième scénario que je l'ai toujours appelé le scénario du tweet. Alors maintenant, on dit un post. Je vais l'appeler le scénario du post. C'est finalement cet accord entre l'Amérique du Nord et l'Europe pour la défense de cet ensemble, défense commune de cet ensemble. Il repose d'abord et avant tout, à mon avis, sur un contrat de confiance. Un contrat de confiance. On n'est jamais sûr que l'autre viendra à votre secours, mais les exercices, les habitudes, la coopération, la standardisation des armements, tout ça fait qu'il y a des attentes entre membres de l'OTAN. On s'attend à ce que l'Amérique vienne au secours de l'Europe si elle est attaquée, comme d'ailleurs dans des circonstances très différentes. L'Europe avait dit en septembre 2001, ou plutôt au mois d'octobre 2001, nous déclarons notre pleine solidarité avec les États-Unis attaqués le 11 septembre, et donc nous sommes prêts à participer à la défense du continent américain. Il y a même eu des avions, quelques avions européens qui sont allés faire la police du ciel en Amérique du Nord. Mais cette notion de contrat de confiance, à mon avis, elle est centrale. Et pourquoi je parle de tweet ou de post? Parce que si jamais Trump, le 6 novembre, ou plutôt au mois de janvier, parce que, Rim, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je crois que les scénarios, on ne saura pas forcément qui est le président. Je ne sais pas ce qu'on vous a dit hier dans l'autre table ronde, mais les scénarios pour ce qui se passe entre le 5 novembre et le 20 janvier sont nombreux. Et à mon sens, nous ne connaîtrons pas avec certitude le nom du prochain ou de la prochaine présidente des États-Unis dès le 6 novembre. En tout cas, pas avec certitude. Imaginons que donc Trump dise en quelques, je ne sais plus combien c'est, 280 caractères, eh bien désormais, l'Amérique ne se portera plus au secours de l'Europe si elle est attaquée. Débrouillez-vous tout seul. Et encore, je le dis avec un langage à peu près normal, mais on peut imaginer un langage plus fleuri de la part de Trump. Alors, moi, je pense que ça pourrait créer une vraie crise de confiance, puisque même si les États-Unis étaient alors encore dans l'OTAN, même si leurs engagements formels par traité seraient encore là, eh bien, le contrat de confiance serait rompu. Et ça aurait un impact immédiat, à la fois du côté des alliés et du côté des adversaires potentiels. Du côté des alliés, on commence à s'inquiéter. Ça serait un choc, notamment pour les Estoniens, mais aussi pour les Allemands ou sans doute les Polonais. Mais il pourrait aussi y avoir un effet sur les adversaires potentiels. Après tout, si j'étais Vladimir Poutine, je me dirais, tiens, la situation commence à devenir intéressante. Donc voilà, tout ça pour répondre à votre question. Il y a de même qu'il y a plusieurs scénarios possibles pour Trump, oui, pour la politique extérieure de Trump, il y a aussi plusieurs scénarios possibles pour un affaiblissement de temps consécutif à l'élection. Je vais vous poser une petite question supplémentaire. Vous ne m'avez pas parlé. Il n'y a pas un scénario de retrait, enfin de retrait du parapluie nucléaire américain? C'est pour moi? Oui. Le parapluie, il est classique et nucléaire. Donc,
c'est l'ensemble. On peut retirer les forces conventionnelles et laisser le nucléaire. Alors, tout à fait, sauf que la logique américaine pendant la guerre froide, c'était toujours d'avoir le nucléaire et le conventionnel. On disait no nukes, no troops, par exemple. C'est toujours de les mettre ensemble. On peut tout imaginer avec Trump, honnêtement. L'avantage, c'est que le nucléaire, c'est ce qui est le plus important, donc il pourrait, pourquoi pas, prendre une décision subtile. Subtile et Trump, ça ne va pas beaucoup ensemble, mais après tout, pourquoi pas, en disant, je retire les forces classiques et je laisse les forces nucléaires. Ça serait, j'allais dire, relativement intelligent, peut-être trop intelligent pour Trump, mais on verra qui compte autour de Trump. Ce qui est certain, et j'en termine par là, c'est que les forces nucléaires, vous pouvez les retirer en quelques semaines, peut-être même quelques jours. Il y a des procédures de sécurité, mais ça se fait assez rapidement. La protection nucléaire, elle peut rester même sans armes nucléaires en Europe. Les forces classiques, il faudrait des mois et des mois pour les retirer. Il faudrait, je ne sais pas combien de temps, quelqu'un a dû faire les calculs, mais il faudrait des mois et des mois. Rime, sur cette question, vous aviez... Oui, sur cette question, alors c'est ce qui est intéressant, c'est la seule question sur laquelle il y a un consensus autour de Trump, malgré les trois différents courants. Ils veulent maintenir le parapluie nucléaire américain, parce qu'ils comprennent que la sécurité de l'Europe fait partie de leur sécurité. Mais comme disait Bruno, ils ne veulent pas maintenir... Aujourd'hui, il y a 100 000 troupes, donc 100 000 soldats américains qui sont sur le territoire européen, qui sont déployés pour en fait faciliter et faire en sorte que ce soit possible pour les États-Unis de voler au secours ou bien d'assurer une certaine dissuasion par rapport à la Russie. Donc ça, c'est un point sur lequel ils sont plutôt d'accord. Ils maintiendraient le parapluie nucléaire parce que en tant que puissance nucléaire, ils comprennent qu'ils ont une responsabilité particulière face à l'autre grande puissance nucléaire du monde, qui est la Russie, qui d'ailleurs a plus d'ogives nucléaires que les Américains en termes de nombre. Ça, c'est une chose. Je voulais juste rajouter quelque chose. Bruno a bien expliqué qu'est-ce qu'il pourrait faire, est-ce qu'il se retire ou pas. Il faut juste préciser qu'au Congrès, ils ont passé une loi qui fait qu'il n'a pas le droit, Trump, de se retirer de l'OTAN, en particulier, seul. Donc il aurait besoin d'une majorité. La question va être, est-ce qu'il a besoin d'une super majorité dans les deux chambres du Congrès, donc au Sénat et dans la Chambre des représentants, ou pas? C'est ça la question. Mais un retrait total de l'OTAN, il n'est pas très probable. Par contre, saper la confiance, et donc saper la confiance dans la dissuasion qui existe, que l'OTAN représente pour la sécurité européenne, ça, il peut le faire très rapidement, comme Bruno le disait, juste avec un tweet. D'ailleurs, il a commencé à le faire quand, publiquement, il dit moi, je leur ai dit à nos alliés, les Européens, s'ils ne payent pas ce qu'ils nous doivent, alors qu'ils ne doivent pas ça aux États-Unis, c'est un pot commun. Ils ne payent pas aux États-Unis. Mais s'ils ne payent pas ce qu'ils nous doivent, eh bien moi je dirais à Poutine, il peut faire ce qu'il veut, moi je ne vais pas venir les aider. Ça, c'est un signal. Il a encouragé Vladimir la Russie à envahir en fait, les pays qui ne consacreraient pas 2% de leur budget à défense. Leur budget exactement à la défense. Donc ça, c'est un vrai problème. Donc son affaiblissement de l'alliance a déjà commencé. C'est ça le problème avec Trump. Okay. Alors, avant de venir à l'Europe, je voudrais vous entendre tous les deux sur l'autre possibilité, c'est-à-dire une victoire de Kamala Harris. Est-ce que ce serait forcément le nirvana pour l'Alliance transatlantique et pour l'OTAN? Poser la question, c'est y répondre. D'abord, le nirvana diplomatique est assez rare. Non, bien sûr que non. Mais alors, il y a deux aspects. La présidente elle-même et ensuite l'administration. Après, il y a un deuxième volet, une deuxième dimension, c'est l'évolution du cours des relations internationales entre 2025 et 2028. Donc c'est trois dimensions différentes. Kamala Harris, on le sait, son tropisme n'est pas naturellement européen. En tant que vice-présidente, elle a beaucoup visité l'Asie, elle connaît pas mal l'Asie, en tout cas peut-être davantage que l'Europe. Elle a quand même un conseiller, Phil Gordon, que nous connaissons tous, et pour certains d'entre nous depuis très longtemps, qui est quelqu'un, alors là pour le coup, qui est Europe, relations transatlantiques très classiques, et dont on peut imaginer qu'il jouerait un rôle majeur dans une administration Harris. Je dirais que la garantie américaine, et surtout la perception de la garantie américaine, resterait
à mon sens, intacte. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que quand on parle de la présence des forces américaines, ce n'est pas seulement pour dissuader la Russie, c'est aussi pour rassurer les pays sur l'engagement américain. C'est pas seulement ce volume de force, il n'est pas seulement estimé en fonction de ce dont on pourrait avoir besoin pour dissuader la Russie dans tel ou tel scénario, mais aussi pour que la Pologne, l'Allemagne et d'autres se sentent suffisamment à l'aise. Je rappelle par ailleurs qu'une des raisons pour lesquelles l'OTAN ne s'était pas posé la question de sa pérennité en 1991, c'est qu'on voulait à tout prix, moi j'étais bébé, j'étais au début de ma carrière d'expert à l'époque, et Isabelle probablement aussi, mais il y avait à l'époque ce besoin de ne pas renationaliser la défense en Europe. C'était une expression qui a complètement disparu. J'ai l'ambassadeur Danon qui s'en souvient. Ça voulait dire que si on garde cette dimension d'alliance et cette dimension de coopération très forte entre pays européens, on évitera ce que le XXe siècle a connu, à savoir le renouveau du nationalisme militaire en Europe. Alors, ok, sans être trop long, je dirais qu'il y a quand même la tendance de fond dont nous allons parler, qui est celle d'une Amérique qui estime qu'elle aura davantage besoin de moyens militaires en Asie de l'Est qu'en Europe. Donc ça dépendra de l'attitude chinoise, ça dépendra aussi de l'avenir de la guerre en Russie. Est-ce que naturellement c'est un basculement d'un théâtre à l'autre? Je pense que c'est plus compliqué, mais on sait tous que depuis Obama et surtout plus récemment, il y a un consensus aux États-Unis pour dire il faut quand même qu'on s'intéresse davantage. Le vrai problème, ça sera quand même la Chine. Non, merci beaucoup Isabelle d'avoir posé cette question, parce que je pense qu'il y a toujours dans la tête des Européens ce biais cognitif qui consiste à dire et à penser que les démocrates sont plus gentils et qui sont plus fiables. Ce n'est pas vrai. Je vais vous rappeler deux choses. Sous la présidence démocrate de Joe Biden, il a quand même fait AUKUS et l'IRA. Donc je vais vous expliquer c'est quoi. AUKUS, pour la faire courte, c'est un très 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 mauvais coup que les Américains ont fait aux Français. Saloperie. Oui, voilà. Je ne voulais pas utiliser le mot, mais Isabelle a raison. Exactement. C'est un coup de poignard dans le dos que les États-Unis, le Royaume-Uni, avec l'Australie, ont fait à la France sur une histoire, on ne va pas trop rentrer dans les détails, mais de sous-marins à propulsion nucléaire pour les Australiens. D'un contrat, oui. D'un contrat très important. Et donc, en gros, les Français avaient un contrat très important de sous-marins qui n'était pas à propulsion nucléaire parce que les Australiens n'avaient pas demandé ça. Qui, après, les Australiens ont changé d'avis. Ils sont allés voir derrière le dos des Français, les Américains et les Britanniques, pour avoir ces sous-marins à propulsion nucléaire qu'ils n'auront probablement pas, de toute façon, pas dans les délais qui seraient, utiles dans leur confrontation avec la Chine. Bref, donc ça, c'est un énorme coup, vraiment économique, stratégique contre la France. L'autre, c'est le Inflation Reduction Act, donc on appelle ça une loi pour la réduction de l'inflation aux États-Unis, qui a été adoptée et en fait façonnée par l'administration américaine pour gérer et répondre à un vrai problème économique aux États-Unis, mais qui se fait aux dépens des économies européennes, en mettant beaucoup de subventions pour attirer les industries dites vertes, et aussi les producteurs de microprocesseurs qui sont très importants pour tout ce qui est technologie aux États-Unis. Et donc, comme l'Europe n'a pas les moyens de donner des subventions à coût de centaines de milliards de dollars, comme les États-Unis, il y a un vrai problème. Donc voilà, je vous donne ces deux exemples pour vous dire que de toute façon, que ce soit des démocrates ou des républicains, la relation entre les Européens et les Américains est une relation qui est dure, qui est transactionnelle, même si évidemment il y a une vraie alliance qui sous-tend toute la relation et qu'il y a de vraies valeurs en commun. Cela dit, on est aussi à un tournant générationnel aux États-Unis. Joe Biden, avec tous ses défauts, est vraiment le dernier président américain qui a vécu la guerre froide dans sa chair, et donc qui a un engagement envers l'Europe et la sécurité de l'Europe qui est très réel. Kamala Harris, elle ne fait pas partie de cette génération. Et donc oui, son conseiller à la sécurité nationale, Phil Gordon, qui sera quelqu'un de très important si jamais elle est élue, c'est lui qui va façonner sa politique étrangère, en gros, il est très europhile. Mais est-ce qu'elle voudra
s'investir autant dans l'alliance, moi j'ai de gros doutes. Après, elle ne fera pas ce que Trump va faire. C'est-à-dire qu'elle sera un peu comme un certain Obama, qui est de la même génération, qui lui aussi n'arrêtait pas de dire aux Européens « vous ne payez pas assez ». Vous ne consacrez pas assez de vos budgets nationaux à la défense et on n'en peut plus de faire le travail pour vous. Et ça, c'est un sentiment qui est très répandu aux États-Unis, surtout parmi les Américains qui ont moins de 55 ans, qui, quand ils regardent l'Europe, parce qu'ils n'ont pas connu l'Europe en guerre, ils n'ont pas connu l'Europe après la guerre, ils voient des pays avec des villes superbes, avec un niveau de vie qui est quand même très bon, avec une sécurité sociale et un système de santé qui est meilleur qu'aux États-Unis, avec Louis Vuitton et Chanel et Dior. Et dans leur tête, l'Europe, c'est l'endroit où on va faire des vacances et on s'amuse et les gens sont riches. Donc pourquoi est-ce que les Américains, l'imposable américain, doit payer autant pour la sécurité d'alliés qui sont aussi riches qu'eux? Évidemment, les Européens ne sont pas aussi riches que les Américains, mais la perception compte. Donc ça va jouer. Et c'est pour ça qu'on en revient à la question des Européens, qu'il est déjà très tard dans le besoin de réveil stratégique des Européens pour qu'ils en fassent plus pour eux-mêmes. Parce qu'investir plus dans leur sécurité et la défense, ça ne veut pas dire... Enfin, c'est le seul moyen de préserver les modèles sociaux qu'on a, la qualité de vie qu'on a. Donc ça, c'est vraiment la conversation que Harris va devoir avoir de plus en plus avec les Européens. Allez-y, Bruno. Oui, un tout petit mot là-dessus. D'abord, ce n'est pas du tout pour contredire, mais d'abord pour apporter de l'eau au moulin de Rym. Je trouve que la référence Obama est assez pertinente quand on veut essayer de deviner quel pourrait être le type d'axe de politique étrangère de Madame Harris. Mais elle est aussi pertinente pour aller dans ton sens sur les trahisons américaines. Puisque en 2013, la France a été stupéfaite de voir que l'Amérique d'Obama l'a laissé tomber littéralement au dernier moment, dès lors qu'il s'était agi de faire une opération commune de destruction d'installations chimiques en Syrie. Où, littéralement, les rafales étaient au bout de la piste de décollage, et ça a été un traumatisme pour les Français, notamment pour le président Hollande, qui a renforcé le récit français, cette idée française sur laquelle décidément l'Europe ne peut pas compter autant sur l'Amérique que les autres Européens. Mais ça a renforcé le récit français, ça ne veut pas dire que ça a déclenché des réflexes chez nos alliés et partenaires. En revanche, la première administration Trump a déclenché, pour le coup, des discours, je dis bien les discours, pas forcément les actes, dans des pays comme l'Allemagne, où on a vu par 2 fois la chancelière Merkel dire publiquement « l'Europe doit cesser de se reposer uniquement sur les Américains pour sa défense ». Donc c'était quand même nouveau. Et là, aujourd'hui, je crois qu'on est tous des observateurs de la scène européenne. On voit à la fois des Européens qui pensent être rassurés par le scénario Harris et des Européens qui se disent que si c'est Trump, ça sera pire. Je pense que Trump 2 serait bien pire que Trump 1 pour un certain nombre de raisons dont on pourra parler. Mais et il y a aussi des gens qui se disent, mais après tout, on a survécu à Trump 1, on survivra à Trump 2. Pensez aux Allemands, Bruno, je vous connais par cœur. Bah, oui, parce que je pense que nos amis allemands ont tendance à s'auto-rassurer, à trouver des arguments pour s'auto-rassurer assez facilement. Juste un dernier point. Il y a une raison pour laquelle les Européens ont toujours fait un peu moins que les Américains espèrent. Et ça, c'est vrai littéralement depuis 1952 et les premiers objectifs de force de l'Alliance Atlantique. C'est que les Européens peuvent dire aux Américains, mais attendez, ça fait 70 ans que vous nous dites que si on ne fait pas plus, vous allez partir. Ça fait 70 ans qu'on constate que vous êtes toujours là. Pourquoi ferions-nous plus? Cet argument n'est pas idiot dès lors que la conversation se prolonge et s'intensifie sur le thème, mais et au fait, si vous êtes là, c'est pas seulement pour nos beaux yeux. On sait très bien que c'est une manière pour vous de vendre davantage de matériel de défense aux Européens. C'est vrai, j'allais dire, c'est normal, c'est pas caché. Mais simplement, les Européens, on peut comprendre quand ils sont un petit peu sceptiques vis-à-vis d'un discours américain qui dit attention, si vous dépensez pas plus, on va partir ou on réduira notre protection. C'est ouais, j'ai déjà entendu ça. Je caricature très volontiers un débat qui est plus compliqué que cela, mais qu'on va retrouver
si Donald Trump est élu en particulier, mais on retrouvera aussi avec Kamala Harris, parce que si Donald Trump est élu, on verra bien sûr des pays européens courir à Washington en disant je vais être le... Non, non, monsieur, je vais faire mieux, je vous promets, là j'ai eu un 12, mais j'aurai un 16 la prochaine fois. Je caricature, mais il y a parfois une part d'infantilisme dans cette relation transatlantique. Rime. Oui, mais il y a juste un changement dans le camp trumpiste, qui est que maintenant, il y a des gens parmi ces potentiels conseillers pour les affaires étrangères et de stratégie qui disent explicitement, quand on leur parle en privé, on est prêt à prendre le risque de voir des problèmes de sécurité majeurs en Europe, à l'Est, et de ne pas intervenir. Ça, c'est une nouvelle façon d'articuler les choses, d'exprimer les choses qu'on n'avait pas, à ma connaissance, entendues avant. Ils sont maintenant prêts à sacrifier une certaine partie de la sécurité très concrète et réelle des Européens. Donc, c'est plus juste des menaces dans le vent. Et ça, c'est très important que les Européens l'entendent, le comprennent, parce que d'un côté, les Américains ont un peu raison aussi. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'ils ne feraient pas plus pour leur propre sécurité ? Enfin, ça, c'est la base quand même. Je suis d'accord avec ça. Il y a toujours dans ce genre de débat l'OSS 117 qui se réveille en moi, qui a tendance à dire on verra quand il faudra porter quelque chose de lourd. Autrement dit, il y a un discours qui est très facile à tenir quand on n'est pas en responsabilité et qui, dans les faits, se révèle beaucoup plus modéré lorsqu'on l'est. Je rappelle que sous Trump, la présence militaire américaine en Europe a augmenté. Elle n'a pas diminué. Oui, mais ça, c'est parce qu'il était empêché par les adultes qui sont venus l'entourer pour modérer. Alors là où je te rejoins... Et cette fois-ci, il n'y en aura pas parce qu'ils sont tous contre lui, ils l'ont dit publiquement. Je te rejoins totalement, il y aura moins d'adultes et je suis le premier à reconnaître que Trump 2 ne serait pas la même chose que Trump 1. J'essaie de comprendre la manière dont les Européens appréhendent le sujet aujourd'hui. Il y a aussi un autre argument qu'on entend chez certaines personnes, des personnalités républicaines qui font partie des tout petits nombres d'adultes prêts à revenir dans la pièce. Alors pardon, mais ça c'est notre jargon. Les adultes dans la pièce, adults in the room, c'est une expression, je ne sais pas d'où elle vient d'ailleurs, Rim, mais ça consiste à dire les conseillers qui, en se pinçant le nez, vont aller travailler pour Trump en se disant « Allez, je ferme les yeux et je pense à l'Amérique ». Parce qu'il faut quand même si je n'aime pas ce président, être responsable et l'empêcher de faire des bêtises. Et une de ces personnalités disait, je l'entendais dire dans une réunion dans laquelle j'étais il y a quelques semaines, notre devoir, à nous, les quelques personnes qui sont prêtes à aller travailler pour Trump, c'est d'expliquer aux autres que, je simplifie, il n'y aura pas d'Amérique prospère si l'Europe ne l'est pas, et l'Europe ne sera pas prospère si elle est menacée par la Russie. La structure du commerce et de l'investissement transatlantique font que les relations économiques et financières, avant même de parler de relations de défense, sont encore plus importantes aujourd'hui du côté euro-américain que du côté Pacifique américain. Moi, quand j'étais étudiant, il y avait un bouquin qui s'appelait « Le Pacifique, nouveau centre du monde ». J'étais étudiant il y a très longtemps. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une résilience quand même de la relation transatlantique qui pourrait ou pas survivre à Trump, ou pas. Alors, j'ai une question grave. On ne peut pas parler d'OTAN sans parler d'Ukraine. Et quand on suit le dossier ukrainien, on est bien conscient que soit des troupes de l'OTAN en Ukraine, soit une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN serait à peu près la seule garantie, enfin en tout cas à 80%, l'autre étant fournir davantage d'armes à l'Ukraine, de protéger l'Ukraine de la Russie et de protéger son choix de vivre dans une démocratie libre et qui ne soit plus attaquée par son voisin. Alors j'ai deux questions. La première, c'est est-ce que Joe Biden peut, en tant que président sortant, s'il veut laisser sa place dans l'histoire, parce qu'on entend parfois ça dans l'entourage de Zelensky, est-ce qu'il peut changer d'avis? Jusque-là, il avait bloqué l'accession de l'Ukraine à l'OTAN. Est-ce qu'il peut se dire, bon, je donne des garanties à l'Ukraine pour essayer de terminer cette guerre? Et la deuxième question, parce que les deux questions, je voudrais que vous y répondiez tous les deux, c'est une Ukraine sans OTAN sera peut-être une Ukraine qui mourra, je ne vais pas dire mourra, mais qui perdra la guerre. Dans quel état ressort l'OTAN
si l'Ukraine perd et si l'OTAN ne vient pas au secours de l'Ukraine? Alors, je ne pense pas que Biden va changer d'avis avant la fin de son mandat, parce qu'il est convaincu qu'en fait, ce qu'il est en train de faire n'est pas populaire parmi les Européens ou même les Ukrainiens, mais qu'il fait la chose responsable. Et que lui, il doit toujours prendre en compte la sécurité de toute l'Alliance et pas d'un pays, l'Ukraine, qui n'est pas dans l'Alliance. Et il est convaincu, et d'ailleurs ses conseillers aussi sont convaincus, que intégrer l'Ukraine à l'OTAN serait une provocation trop importante pour Poutine et qu'on rentrerait dans une grosse guerre entre les États-Unis, la Russie et les Européens. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'ils ont raison? Est-ce qu'ils n'ont pas raison? C'est tout un autre débat, mais je ne pense pas qu'il va changer d'avis. Et d'ailleurs, je pense réellement que les Américains, mais pas seulement, avec certains Européens, ont déjà plusieurs plans en tête pour une négociation et un aboutissement et un arrêt de la guerre en fonction de quelques plans. Et ils sont en train de se préparer à entamer cette négociation dès qu'ils peuvent convaincre les Russes de rentrer dans une discussion sérieuse. Le vrai souci depuis le début, c'est que les Russes ne veulent pas négocier. À toutes les personnes qui disent il faut qu'on fasse la paix, en fait en faisant la paix, on arrête d'envoyer des armes aux Ukrainiens, moi je leur dis toujours, allez le dire à Poutine. Quand Poutine arrêtera la guerre et voudra vraiment rentrer dans une discussion et une négociation, on pourra le faire parce que les Occidentaux sont prêts. Donc ça, c'est la première chose. Et je pense que c'est important que les gens comprennent ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui, l'Ukraine est dans une situation très difficile militairement. C'est improbable que les Ukrainiens vont pouvoir reprendre tout leur territoire qui a été occupé par les Russes, malheureusement. En partie, c'est parce que les États-Unis et d'autres pays européens n'ont pas voulu leur donner les moyens assez vite, assez tôt, pour que ça puisse faire une différence. Mais il faut aussi dire que ce n'est pas juste à cause de ça. Il y a des faiblesses structurelles du côté ukrainien qui ont fait que leur effort de guerre a été difficile. Même si ce qu'on a vu, et vous avez raison de vous reprendre, parce que vous étiez en train de dire, est-ce que l'Ukraine va mourir ou est-ce qu'elle va perdre la guerre? Elle pourrait perdre la guerre et l'Ukraine ne va pas mourir. Parce que ce qu'on a vu à travers cette guerre, c'est qu'il y a une vraie nation avec une cohésion qui veut vivre ensemble, qui s'appelle l'Ukraine. Et ça va continuer, mais peut-être tronqué de territoire à l'Est. Ça, c'est pour répondre à la première question. Et la seconde question... Dans quel état ressort l'OTAN si on laisse perdre l'Ukraine? Enfin, l'alliance en tant que telle ne devrait pas être affaiblie structurellement, puisque l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN. Mais c'est l'Occident. Voilà. Mais il y a une vraie question de la dissuasion en général et occidentale et le poids que les Européens en particulier, mais aussi les Américains, continuent d'avoir dans les rapports de force de plus en plus brutaux, de plus en plus décomplexés, qui maintenant reprennent le dessus au niveau mondial. Et ça, c'est très grave, parce que nous tous dans la salle, on n'a connu qu'un monde qui est un monde dominé et où les Européens et les Américains ont tout le pouvoir, ou une énorme partie du pouvoir. Et aujourd'hui, on rentre dans un monde où les Européens, plus que les Américains, mais les Américains aussi, vont devoir composer avec des puissances qui n'ont pas leur même valeur, qui ne nous veulent pas du bien, et qui essayent de nous appauvrir et de nous affaiblir. C'est ça la vraie conséquence et le vrai effet de comment on a mal géré la guerre en Ukraine, parce qu'on l'a déjà mal gérée. Après, il faut mieux gérer comment on sort de cette crise, et sur ça, j'avoue, je ne suis pas très optimiste. Allez-y, après je vous rajouterai une troisième question, mais je voulais déjà répondre. Alors, j'utilise rarement le chiffre 0, mais je pense sincèrement que la probabilité que l'Amérique, que Joe Biden disent il faut que l'Ukraine entre maintenant dans l'OTAN avant le 20 janvier est à peu près égale à 0.
Est-ce que Biden, pris de regret, voire de remords, aura des déclarations, des gestes? Il faudra prendre l'Ukraine le plus tôt possible. Oui, c'est exactement ce qu'il avait fait sur d'autres sujets d'ailleurs, lorsqu'il était parti de la Maison-Blanche en tant que vice-président à la fin du mandat Obama. Je ferme la parenthèse. Il n'y a aucun accord aujourd'hui au sein de l'OTAN pour prendre l'Ukraine maintenant, et je ne comprends pas les scénarios faits par certains collègues allemands, norvégiens ou parfois même français ou américains pour dire il faut prendre l'Ukraine. C'est impossible. C'est impossible. On ne prend pas un pays en guerre au sein de l'OTAN. Terminé. Et jamais, de toute façon, il y aura d'accord à 32 pour prendre un pays en guerre au sein de l'OTAN. En revanche, une stabilisation durable du conflit du type, allez, on connaît tous les analogies pertinentes, du type par exemple Corée du Nord, Corée du Sud, deux pays qui sont encore en guerre. Il y a un armistice qui a gelé la situation, mais l'armistice est durable. Et en tout cas, il n'y a pas de contestation majeure du principe de la souveraineté territoriale de l'un au nord, la souveraineté territoriale de l'autre au sud, d'autant plus qu'ils ont reconnu mutuellement cet état de fait. Dans ce scénario, et dans ce scénario seulement, on peut tout à fait imaginer que oui, on prenne par exemple l'Ukraine jusqu'à la ligne de cessez-le-feu dans l'OTAN. C'est tout à fait imaginable. Est-ce que ça serait une bonne idée ? C'est un autre sujet. Mais là, on est dans le domaine du concevable et non pas du souhaitable. Je le répète, et je ne comprends pas comment certains supporters de l'Ukraine, et parfois des gens brillants d'ailleurs, ne comprennent pas cette évidence. On ne peut pas prendre l'Ukraine dans l'OTAN aujourd'hui. Une Ukraine dans laquelle il y a un règlement durable, la notion de règlement durable en relations internationales pouvant signifier aussi bien 5 ans que 50 ans ou 100 ans. Hein. Je rappelle que quand même les situations issues, c'est quand même fascinant de voir que notre monde est largement dominé par des crises majeures qui datent de la fin des années 40. Le Proche-Orient, le Cachemire, Taïwan, le Tibet, il y en a 5 ou 6 comme ça. Ça date de la fin des années 40 ou des années 50 comme la Corée. Donc des situations d'armistice ou de cessez-le-feu peuvent être durables. Alors on peut aussi faire des analogies avec l'Alsace-Lorraine, on peut en faire plein de choses. Mais c'est une très longue réponse à votre question pour dire qu'il est impensable que, et Dieu sait si je ne suis pas connu pour être un sympathisant de Vladimir Poutine, mais moi si j'étais représentant français au Conseil de l'Atlantique Nord, je dirais il n'en est pas question aujourd'hui, et je pense que le représentant américain d'ailleurs dirait la même chose. Alors maintenant pour votre autre question, elle est très intéressante. Dans quel état ressort l'OTAN en cas de défaite, ou au moins de défaite perçue de l'Ukraine? Parce qu'il y a la défaite au sens militaire, et il y a la défaite au sens... Voilà, on a paumé, on a perdu, même si c'est pas... Qu'est-ce que c'est qu'une défaite, hein? Alors, je rejoins tout à fait Rim sur la notion de dissuasion. Il y a la réputation en relations internationales. Autrement dit, nous avions dit, nous Européens, nous Occidentaux, jusqu'au bout, nous défendrions l'Ukraine, ou nous aiderions l'Ukraine à se défendre. Nous avons échoué dans le scénario d'Isabelle Lasserre. Donc, parce qu'on a échoué, eh bien, ça a forcément un effet réputationnel et un effet sur notre capacité de dissuasion au sens large. D'autant plus que, et là il y a presque un aspect matériel, cette Ukraine qui a perdu, par définition, c'est une Ukraine encore plus affaiblie qu'elle ne l'est aujourd'hui. C'est une Ukraine qu'on peut peut-être plus prendre dans l'Union européenne aussi facilement qu'on l'avait imaginé. Enfin, aussi facilement. Ça complique aussi l'Union européenne. Quels sont les arrangements que cette Ukraine qui, dans votre scénario, a perdu, négocier avec la Russie? Est-ce que c'est le scénario 1941, Finlande? J'aime pas le mot de finlandisation qui a été utilisé, mais c'est un scénario. La Finlande a été amputée de partie de son territoire. Hein. Voilà, scénario de non-alignement imposé et de modus vivendi, comme disent les Finlandais. Voilà, c'est un scénario aussi. Voilà, tout ça pour dire que ça aurait forcément un impact, d'abord avant tout sur l'Ukraine, mais aussi sur l'ensemble dans la manière... On ne pourrait pas se contenter de dire, bon allez, on ferme la porte, l'affaire ukrainienne c'est terminé, et on reprend le cours normal des relations transatlantiques et de la manière dont l'OTAN a fonctionné, ça ne serait pas possible. Alors, on a brièvement évoqué tout à l'heure le cas de l'Allemagne, qui est toujours tentée par le retour au business as usual. Ce sont des questions graves qui sont aujourd'hui posées aux pays européens. Et on l'a vu, la question sera valable aussi bien avec Donald Trump, même si elle sera plus violente, mais qu'avec Kamala Harris. Rim, quels sont les pays en Europe dont vous avez l'impression qu'ils comprennent ces enjeux-là?
Alors il y en a un paquet. Il y a les pays baltes, donc l'Estonie, la Lituanie en particulier, mais aussi la Lettonie, la Pologne, clairement, qui est en train de réinvestir massivement dans leur... En même temps, ils sont liés avec leur alliance sûr. avec les États-Unis, plus que les autres. Ils sont très liés, mais dans les pays baltes, c'est intéressant, ils sont moins naïfs par rapport aux États-Unis parce qu'ils voient aussi la face un peu sombre des États-Unis. Les Polonais, beaucoup moins. Les Polonais croient encore dur comme fer que les États-Unis vont jamais les lâcher. D'ailleurs, dans le scénario Trump, l'Amérique trumpiste lâcherait la Pologne en dernier. Parce qu'il y a un vrai lien bilatéral et ça rentre dans leur côté partenariat bilatéral au lieu de l'alliance. Donc ça, c'est du côté Est. Aux Pays-Bas, par exemple, il y a eu une évolution, même s'il y a un sujet sur le budget qui continue et donc sur les moyens. Donc ça, c'est par exemple 5 pays qui ont compris le changement d'air et qui sont prêts à faire ce qu'il faut ou autant qu'ils peuvent aujourd'hui. Sans doute, il faut en faire plus, mais quand même. Donc la France n'est pas seule. Et la France, évidemment, fait partie et est le pilier de ce camp. Après, le problème, comment dire, avec la France, c'est que le côté comprendre le concept et les questions et les conceptualiser, il est excellent en France. Sur le côté délivrer concrètement des moyens militaires, c'est pas exactement, on n'est pas au compte. Hein, le compte n'y est pas et il y a un vrai souci. C'est ce qui d'ailleurs affaiblit la posture de la France par rapport à ses alliés, où même ses alliés qui sont plutôt de son côté lui disent « Ok, mais en fait, qu'est-ce que vous pouvez réellement faire ?» Et à cette question, malheureusement, les réponses françaises sont de moins en moins convaincantes. Voilà. Il y a un paradoxe français, c'est qu'en fait, on est intellectuellement et politiquement beaucoup mieux armés que nombre de nos partenaires européens pour le scénario Trump. C'est-à-dire qu'on a toujours dit, à tort jusqu'à présent, les Américains, un jour, ils partiront. Ça fait partie de la doxa depuis 1958. Et j'estime que, moi j'ai toujours été plutôt du côté de ceux qui disent « attendez, pour l'instant, les faits vous donnent tort ». Sauf qu'à force d'avoir tort, les Français vont peut-être finir par avoir raison. Mais intellectuellement, on est mieux préparé au scénario Trump. Le paradoxe, c'est que notre position géographique en Europe et dans le monde, notre statut particulier que nous ne partageons qu'avec le Royaume-Uni de puissance nucléaire, puissance membre des États dotés, et puissance dotée, comme disent les diplomates, me fait toujours rire, rime aussi. La France est une puissance dotée, c'est un vocabulaire ridicule qui signifie la France dispose d'armes nucléaires et a un statut officiel à cet égard. Bien, on est aussi et surtout, parce que c'est le plus important, État, membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, deuxième domaine maritime au monde. On a par nature, par histoire, par géographie, des responsabilités, ou en tout cas des activités qui dépassent de très loin l'Europe. On n'est pas la Pologne. La Pologne, elle dépense 4% pour sa défense aujourd'hui parce que 99% de sa sécurité aujourd'hui est dirigée vers l'Ukraine et la Russie. Donc la France, encore une fois, elle est intellectuellement mieux armée pour le scénario Trump, mais en fait, elle risque, pour toutes les raisons que j'ai déclinées, de ne pas apparaître en pointe, à tort ou à raison, mais de ne pas du tout être en pointe dans la reconstitution d'une solidarité européenne propre, y compris, s'il le faut, sans les États-Unis, pour faire face à la Russie. Donc on est vraiment dans une situation paradoxale. Je veux juste rajouter 2 pays, la Suède et la Finlande aussi, qui eux sont préparés, ils ont une tradition très forte sur la défense et qui viennent tout juste maintenant de rejoindre l'alliance de l'OTAN. Eux aussi, ils sont dans une bonne position quand même. Le pays qui a le plus gros budget de la défense en ce moment, c'est la Pologne, qui va être poussé à 4,6 ou 7% du PIB l'année prochaine, ce qui prouve, entre parenthèses, que c'est possible, même aujourd'hui en 2024. C'est important d'en parler, parce que vous savez, même en France, pendant la guerre froide, Bruno connaît les chiffres mieux que moi, mais voilà, le budget de la défense était bien plus élevé, alors que c'était à ce moment-là que la France construisait son modèle social qu'on protège jalousement aujourd'hui. Et ça fait aussi partie des nouvelles missions pour les politiques. Il faut expliquer au peuple, pas seulement en France, mais en Allemagne, au Royaume-Uni, en Autriche, qu'il y a un effort budgétaire à faire, malheureusement. Ça, les Français l'ont compris, là, je crois, malheureusement, aujourd'hui, depuis quelques semaines. C'est toute la question. Alors, moi, je ne sais pas. D'abord, je ne suis pas sûr que les politiques doivent expliquer au peuple
quand même les rappeler que c'est le peuple qui décide, c'est pas les politiques. Et l'idée de dire, il y a une expression que je déteste, vous m'avez déjà entendu dire, il faut faire preuve de pédagogie. Non, l'opinion, la population, c'est pas une salle de classe. Mais alors, je ne sais pas. D'abord, cette histoire de combien on dépense pour la défense, alors on mesure ça très souvent, le pourcentage du budget de défense par rapport au produit intérieur brut, donc le PIB. Donc il y a un objectif commun de 2%. C'est vrai qu'on fait beaucoup moins que pendant la guerre froide, mais attention, vous avez tous fait des maths, le numérateur, le dénominateur, c'est quand même pas la même chose parce qu'on s'est considérablement enrichi depuis 1945, et tant mieux que c'est vrai que l'effort relatif est moins important, mais l'effort absolu reste important. C'est une longue manière de dire que je ne pense pas que fixer nos objectifs en termes de pourcentage du PIB, ça soit une bonne chose. Mais le vrai sujet, à mon sens, et là, je n'ai pas de réponse, je peux avoir mes réponses de citoyens, mais tout le monde s'en fiche ici, parce que ce n'est pas le sujet. Mais en tant qu'analyste, je me demande, est-ce que les Français et est-ce que les Européens voudront vraiment sacrifier une partie de leur mode de vie, y compris de leur protection sociale dans des pays où celle-ci, et oui, elle est particulièrement forte en France, malgré tous ces problèmes qu'on a avec les hôpitaux, etc. Le fait est que quand on se compare, on se rassure. Regardez l'état désastreux. Si vous pensez qu'il y a un problème d'hôpital en France, allez voir au Royaume-Uni. C'est pas pour dire qu'il ne faut pas faire mieux, il faut faire mieux en France. Mais alors au Royaume-Uni, c'est un désastre absolu. Bien, je reviens à ce sujet fondamental. Est-ce que vous tous, citoyens français ou européens ou d'ailleurs, est-ce que vous êtes prêts à sacrifier une partie de votre train de vie, de votre niveau de vie sociétal, pour faire plus pour notre défense et notre sécurité? Pour moi, c'est un vrai sujet. Encore une fois, j'ai mes réponses de citoyens dont on se fiche, mais je ne suis pas sûr de la réponse. Je ne sais pas si les Français, majoritairement, choisiront vraiment de faire cela. J'en suis pas sûr. Moi, c'est une question ouverte. Alors, j'ai une question sur la Chine. L'OTAN, on le disait tout à l'heure, s'est recentré sur son cœur de métier, qui était la menace venue de l'Est depuis février 2022. Les États-Unis vont accentuer ou réaffirmer leur pivot asiatique. Est-ce que l'OTAN a vocation à se tourner vers la Chine ? Alors, si vous demandez aux Français, non, parce qu'ils vous réfèrent tout de suite à l'intitulé qui est l'Alliance transatlantique, et donc non, c'est pas l'Alliance dans le Pacifique. Après, c'est vrai que les Américains sont en train de pousser de plus en plus à ce que l'OTAN ait un certain rôle qu'ils définiraient eux-mêmes dans le Pacifique et face à la Chine. Moi, j'aimerais bien juste revenir à la réalité. Je pense que déjà, les Européens ont beaucoup de mal à s'en sortir tout seuls dans leur sécurité européenne. Pouvoir réellement faire une énorme différence tout seul, je dis bien tout seul, dans le Pacifique me semble très farfelu. Après, des pays comme la France, comme l'Allemagne, comme les Pays-Bas, comme le Royaume-Uni ont clairement un rôle à jouer en Asie. Ils ont des marines nationales qui ont certains moyens, mais ils ne peuvent pas le faire tout seuls. Donc ils doivent le faire, en coordination entre eux, et deux, peut-être en coordination un peu moins importante avec les Américains, mais quand même, parce qu'ils dépendent des Américains quand ils déploient leur marine dans le Pacifique. Ça, c'est juste la réalité des faits. Et ça rejoint un peu ce que disait Bruno. Pour moi, ce n'est pas un sujet de pourcentage de PIB, c'est un sujet de moyens réels. Et quand on voit aujourd'hui le niveau trop bas des stocks de munitions en Europe, que ce soit en France ou ailleurs, mais aussi d'autres armements qui sont importants, l'incapacité de l'industrie de l'armement de monter en puissance et de produire plus pour tenir le rythme des changements et des menaces auxquelles on fait face, il y a un vrai sujet de capacité industrielle et économique. Et ça, c'est encore plus important quand on parle de faire face à la Chine. Je crois que c'est un sujet à 3 dimensions différentes. Première dimension, c'est celle qui a été rappelée, c'est l'Alliance Atlantique, ce n'est pas l'Alliance Pacifique. L'article 5 du traité de Washington, le 1 pour tous, tous pour un, il ne s'applique pas aux territoires américains du Pacifique. Hawaï, territoire américain, n'est pas concerné, n'est pas couvert par le traité de l'Atlantique Nord. Donc si jamais un jour, ce qu'à Dieu ne plaise, il y a un missile chinois qui tombe sur Hawaï, on n'est pas censé, nous, en vertu du traité de l'Atlantique Nord, aller défendre l'Amérique. Bon. En tout cas, c'est l'esprit et la lettre du traité. Deuxième dimension, il
il y a quand même eu un accord entre Européens et Nord-Américains pour dire depuis 1 an et demi, le défi stratégique chinois, il existe déjà en Europe. Pas sous une forme militaire, sous une forme de désinformation, sous une forme de sécurité des communications, d'espionnage, tout un tas de choses qui ne concernent pas les questions d'attaque militaire directe, mais qui concernent quand même la sécurité. Et ce lien-là, il est d'autant plus fort que les relations entre la Chine et la Russie dans ce domaine ne font que se développer. Puis il y a une troisième dimension, c'est en cas de guerre en Asie qui impliquerait les États-Unis, qu'est-ce que ça veut dire pour nous Français ? Il faudrait sans doute qu'on prenne tout de suite en main une part plus importante de responsabilité militaire, parce qu'une partie des avions et des bateaux américains, je ne pense pas tellement à l'armée de terre, mais seraient déplacés vers l'Asie de l'Est. Est-ce que nous aurions à déplacer des bateaux pour faire de la sécurité dans les détroits au Moyen-Orient? Peut-être, mais là, on est au-delà de l'OTAN elle-même. Ce qui me permet d'ailleurs, pour terminer, de dire, souvenons-nous qu'il y a, alors ça c'est très français de faire cette distinction, mais je pense qu'elle est réelle. Il y a l'OTAN et il y a l'Alliance Atlantique. L'OTAN, mais je pense qu'elle est vraie, pourquoi ? Parce que l'OTAN n'existe pas avant 1950. Entre 1949 et 1950, il y a une alliance, mais il n'y a pas d'organisation. Or, l'Alliance Atlantique, c'était un espèce d'idéal issu de la Deuxième Guerre mondiale pour dire, voilà, il faut non seulement se rapprocher et coopérer militairement, mais aussi faire converger nos économies, être gentils les uns avec les autres et pas nous faire de couvages comme celui d'AUKUS que Rim rappelait tout à l'heure. Et c'est pour ça que quand Emmanuel Macron disait dans sa célèbre interview à The Economist, il parlait de la mort cérébrale de l'OTAN. En fait, pour moi, il se référait davantage, toujours compliqué d'interpréter avec certitude la pensée présidentielle. Aujourd'hui, il pourrait dire la même chose avec l'ONU. Hein. Alors, c'est pas faux, mais revenons à l'OTAN. Pour lui, c'était surtout une question du contrat de confiance entre alliés. Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là ? On avait des intérêts radicalement opposés, en tout cas des politiques opposées, entre Américains, Turcs et Français en Syrie. On avait un vrai sujet. Et donc, au fond, Emmanuel Macron, qui, pour le meilleur ou pour le pire, se comporte parfois en diplomatie comme un chien dans un jeu de quilles, je dis bien pour le meilleur ou pour le pire, là, il avait mis le doigt, à mon sens, sur quelque chose d'important. Qu'est-ce que c'est qu'être allié aujourd'hui ? C'est quoi le contrat qui nous lie avec une Amérique de Trump ? Qu'est-ce qu'il resterait de cette solidarité, de ce contrat, si Trump était réélu? Délibérément, je n'apporte pas de réponse, mais c'est ça qui est central. Au-delà de l'OTAN, qu'est-ce que c'est qu'être allié aujourd'hui entre pays de deux continents différents? J'ai une question que je ne vous ai pas encore posée. J'hésite sur la manière dont je vais vous la poser, mais imaginons que Vladimir Poutine ait un plan pour tester l'OTAN, soit dans les pays baltes, soit vis-à-vis de la Pologne. Quel serait le meilleur moment pour le faire, pour lui? Est-ce que c'est maintenant, avant les élections? Est-ce que c'est entre les élections et la prise de pouvoir? Est-ce que c'est sous Trump? Est-ce que c'est sous Kamala Harris? Sous-entendu, évidemment, vous allez aussi me parler des réactions possibles. Moi, je pense que le moment de flottement et de fébrilité va être entre le 5 novembre, le jour de l'élection, et le jour de l'inauguration, le 20 janvier. Parce que ce qui s'est produit il y a 4 ans aux États-Unis, cette remise en cause de l'intégrité des élections aux États-Unis de la part de Trump, qui a refusé, c'est le premier candidat et même ex-président américain qui a remis en cause l'intégrité des élections américaines de cette manière, en refusant d'admettre qu'il avait perdu, et il a perdu, juste pour être clair. Et on a vu cet assaut complètement dingue sur le Capitole le 6 janvier pour empêcher les sénateurs et les représentants dans la Chambre basse de certifier les résultats de l'élection. Et on a tous cette crainte cette fois-ci, là je mets ma casquette d'américaine, que ça se reproduise, mais pire, c'est-à-dire qu'il y ait de la violence bien avant janvier. Donc il y a un vrai moment de fébrilité, et à ce moment-là,
les Je États-Unis... rappelle pour la salle que Rym a longtemps habité aux États-Unis, parce que je ne l'ai pas précisé dans l'introduction. Et c'est là où il faut regarder de très près ce qui pourrait arriver aux États-Unis, et ce sera un moment où le politique sera paralysé. Après, évidemment, c'est les États-Unis, donc le Pentagone va continuer de veiller et de faire ce qu'il doit faire, mais on n'aura pas la même marge de manœuvre et la même réactivité. Donc si Poutine veut vraiment tester les choses, pour moi, c'est le moment de grande tension. Je suis tout à fait d'accord avec Rym. J'ajouterais que d'habitude, je crois que c'est un peu peut-être un peu un mythe, cette idée répandue selon laquelle la période de transition présidentielle est forcément une période de vulnérabilité pour les États-Unis. Non, je crois qu'au contraire, c'est un des pays dont la tradition institutionnelle, au moins jusqu'à Trump, a été la plus solide et la plus régulière et la plus testée depuis 200 ans. Donc la période de transition n'est pas en soi un problème. Et le président des États-Unis dispose de la plénitude de ses responsabilités jusqu'au 20 janvier. En revanche, là, je crains, comme Rym, qu'on entre dans une période très compliquée entre l'élection et le 20 janvier, et que là, ça soit une période de vulnérabilité effective. Cela dit, puisque tu me demandes de me mettre dans la tête de Vladimir Poutine, pour moi, c'est plutôt dans quelques années. Et je pense qu'un certain nombre d'entre vous ont visité l'Estonie. Moi, j'étais en Estonie, encore une fois, au mois de juin. J'ai passé du temps à Narva, cette petite ville qui est au nord-est. C'est vraiment la pointe de l'Europe et la pointe de l'OTAN. D'ailleurs, les Estoniens vous disent, regardez la rivière qui est là. Vous avez d'un côté l'Europe, de l'autre côté l'Asie. Voilà, je ne croyais pas beaucoup à ce scénario. Et puis maintenant, je l'ai étudié du point de vue militaire. Et finalement, je me dis que si j'étais Vladimir Poutine, alors je ne sais pas si ces débats sont publics, si on les entend au Kremlin, mais il n'a pas besoin de nous pour avoir cette idée. Il l'a peut-être déjà. En tout cas, il n'a pas besoin de nous. Le scénario dans lequel il y a une petite avancée des forces russes de quelques jours et les Russes, dans les faits, pénètrent en territoire européen défendu par l'OTAN et qu'on mette plusieurs jours, voire quelques semaines à les repousser, car nous les repousserions, et je pense que les Russes le sauraient. Il n'empêche que là, vous flanquez la pagaille au sein de l'OTAN, au sein de l'Alliance Atlantique et au sein de l'Europe. Je ne sais même pas si on arriverait à être tous d'accord à 32 pour dire le territoire est envahi par la Russie, il faut, entre guillemets, entrer en guerre contre la Russie. Et donc, ça pourrait être une demi-défaite militaire, ça serait une formidable réussite politique pour la Russie. Je donne ce scénario pour dire que voilà, je reconnais tout à fait que j'ai changé d'avis sur le sujet. Je pense que c'est un scénario intéressant pour la Russie, non pas parce qu'il est militairement intéressant, mais parce qu'il pourrait être politiquement fructueux. Alors, je vais ouvrir le débat à la salle, mais avant, j'ai une question. Je vais vous poser à tous les deux la même. Bruno Tertrais, finalement, pour l'OTAN, qu'est-ce qui est plus dangereux ? Donald Trump ou Vladimir Poutine ? Ce ne sont pas des dangers du même ordre. Rym. Je suis plutôt d'accord avec Bruno, mais je vais rajouter un troisième. C'est une Europe qui ne fait pas ce qu'il faut pour elle-même. Elle est aussi dangereuse d'une manière différente. Alors, on va prendre des questions. Je ne sais pas qui va lever le doigt. Ah, au fond de la salle. Puis après. Bonjour, merci beaucoup. Vous avez mis l'accent... Pouvez-vous juste vous présenter ? Oui, bonjour, je m'appelle Paul Castrigno. J'ai travaillé au SGDSN sur les questions d'Europe de la défense. Et du coup, ma question porte sur cet aspect. Quel levier concret aujourd'hui vous identifiez pour renforcer en fait, une Europe de la défense dans laquelle les intérêts des États membres en fait, ne sont pas forcément alignés. Et aujourd'hui, quelle piste en fait, efficace, parce qu'on parle d'une élection qui aura lieu dans les prochains mois, donc des enjeux plutôt à court terme. Comment l'Europe peut agir à court terme du coup, dans ce domaine-là ? Non, une par une. Vous avez raison déjà de pointer que tous les intérêts des pays européens membres de l'Union européenne ne sont pas alignés. Je pense que depuis l'invasion russe en Ukraine, on a quand même vu une homogénéisation au moins de l'évaluation de la menace par rapport à la Russie. C'est pas la même chose, je veux dire, la France, l'Espagne, l'Italie voient par exemple la Méditerranée et le Sahel d'une manière complètement différente que d'autres. Donc sur d'autres théâtres, c'est un peu différent, mais sur la Russie, aujourd'hui, il y a quand même un alignement qui est assez clair et un consensus.
Là où ils peuvent travailler, il y a beaucoup de pistes très concrètes qui peuvent commencer aujourd'hui, c'est sur la consolidation et le renforcement de la base industrielle de défense européenne. Parce que ça profite à tout le monde. Mais il faut que ce soit coordonné. Et c'est là où c'est très difficile. Il y a 2 points d'achoppement. Le premier, c'est coordonner où investir et dans quoi et dans quel pays. Évidemment, il y aura une compétition pour avoir les usines implantées chez soi. Mais deuxièmement, cette capacité à lever assez de fonds pour investir à une échelle qui fasse sens pour le défi auquel on fait face. Et sur ça, il y a 2 camps en Europe. Il y a un camp dans lequel la France est, par exemple, mais aussi les Estoniens, qui trouvent qu'il faut qu'on fasse de la dette en commun, comme on l'a fait pour Covid, pour booster la base industrielle de défense. Et il y a les Allemands, les Néerlandais, etc., qui sont contre. Et ça, on n'a toujours pas résolu le problème. C'est une question de négociation politique. Mais les réponses sont là, elles sont concrètes, elles sont faisables. Donc il faut aussi comprendre qu'il y a beaucoup de leviers que les Européens peuvent faire pour s'aider, pour se renforcer, et que tout n'est pas complètement pessimiste. Bruno ? Oui, je rappellerai quand même, et monsieur, là où vous avez travaillé, je pense qu'on le sait bien, que les intérêts des pays européens et des pays de l'Alliance n'ont jamais été totalement alignés. Au temps de la guerre froide, comme aujourd'hui, quand vous êtes grec, vous vous intéressez plus à ce que vous estimez être un problème stratégique turc qu'à un problème stratégique russe. Ça a toujours été comme ça. Donc cet alignement, je suis totalement d'accord avec Rim, l'alignement est finalement beaucoup plus important aujourd'hui en Europe qu'il ne l'était il y a 10 ans. C'est entre guillemets la bonne surprise post-ukrainienne. Je ne sais pas si vous étiez là hier, on en parlait au débat précédent d'hier, ce qui était aussi sur les questions de sécurité européenne. Finalement, on se rend compte qu'un pays comme le Portugal est finalement très concerné par l'Ukraine. Il a une diaspora ukrainienne importante. Bon, bref, on n'est pas dans un mauvais scénario de ce point de vue-là. La question, je crois, et c'est pour ça que je demandais si vous étiez là hier, parce qu'on avait passé un peu de temps à distinguer les choses. Pardon de le répéter pour ceux qui étaient éventuellement allés hier, mais Europe de la défense, c'est pas la même chose que défense de l'Europe, et c'est pas la même chose que sécurité collective de l'Europe. L'Europe de la défense, c'est pas la défense de l'Europe, je le répète, c'est le rôle de l'OTAN, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce que l'OTAN n'existe plus ou que les Européens décident qu'ils n'ont plus besoin des Américains, ou que les Américains les forcent à prendre leur défense en charge. La défense de l'Europe, c'est le job de l'OTAN. Et personne n'a forcé les Européens à transférer cette charge à cette autre organisation. L'Europe de la défense, expression d'ailleurs, je le rappelle, qui n'existe qu'en français, aux grandes dames de tous les diplomates qui doivent traduire ça en anglais et qui ne savent pas comment traduire, c'est l'ensemble des activités des pays européens ensemble, dans le cadre de l'Union ou hors du cadre de l'Union, qui ne relèvent pas de la défense collective. C'est compliqué, mais c'est pour ça que cette expression est très floue. Ça avance l'Europe de la défense, on fait plein de choses, les Européens ont fait plein de choses. L'Union européenne a même fait des missions, et notamment, on la cite souvent parce qu'elle a été très importante, une mission humanitaire en RDC, aux Républiques démocratiques du Congo, qui a été extrêmement importante, c'était il y a longtemps, mais vous savez, ce qui donne des résultats positifs, souvent ça ne fait pas de bruit. Et l'Europe, elle a des activités dans le domaine de la défense et de la sécurité qui souvent ne font pas beaucoup de bruit, mais qui donnent des résultats. Mais c'est vrai que ce n'est pas l'étage supérieur, l'étage luxueux de la défense collective. Et donc, pardon, c'est une longue manière de vous répondre pour vous dire que je ne vais pas vraiment vous répondre parce que ça avance tous les jours, l'Europe de la défense, à travers des myriades de petites activités, pas toujours visibles, mais qui font progresser quand même une culture de défense et de sécurité commune. Je dirais quand même que le risque aujourd'hui, c'est que beaucoup de pays se disent « Attendez, la priorité, c'est l'Ukraine, la Russie, tout le reste est secondaire ». Alors que dans l'esprit de ceux, notamment en France, qui ont défendu la nécessité de progresser entre Européens sur ce sujet, ça consistait à dire notre sécurité est plus vaste que juste la défense contre un adversaire extérieur et qu'on devrait ensemble, entre Européens, s'occuper de davantage de choses. Je crois que le pendant négatif de cette solidarité européenne vis-à-vis de l'Ukraine et cette reconnaissance commune ou quasi commune de la Russie comme premier problème stratégique de l'Europe, elle est malheureusement contrebalancée, enfin en tout cas je crains, par un sentiment que tout le reste est accessoire.
L'ambassadeur Éric Danon. Oui, merci beaucoup et merci pour vraiment cette table ronde formidable. Est-ce que la conjonction de la guerre en Ukraine et l'injonction faite par Trump des 2% du PIB n'entraîne pas un coup dur pour la construction d'une base industrielle européenne de défense pour la défense européenne, dans la mesure où l'actualité a amené de nombreux pays d'Europe, surtout à l'est de l'Europe, à acheter immédiatement énormément de matériel américain sur étagère, et donc finalement d'affaiblir les programmes sans rentrer dans la cuisine pour la salle. Est-ce que ça tue le SCAF ou est-ce que ça reporte? Ça, je pense que c'est une question clé. Et juste pour ce que tu as dit à la fin, c'est vrai qu'avec mes étudiants à la fac, c'est toujours difficile en cours de dire que la défense européenne, la défense de l'Europe et l'Europe de la défense sont trois concepts différents. C'est un peu compliqué parfois. Rime Merci. C'est de la faute des diplomates, hein, Eric. Merci pour cette question. Elle est très très pertinente. Et c'est vrai que c'est une tension qui existe depuis 2 ans maintenant au cœur de ces questions. En fait, moi je ne pense pas. Je pense qu'au contraire, oui, je peux comprendre pourquoi les Européens, certains Européens qui sont plus exposés géographiquement que d'autres, ont préféré acheter ce qu'ils pouvaient maintenant pour se prémunir maintenant, dans l'immédiat. Mais ces Européens doivent aussi comprendre ce qu'on disait au début de cette table ronde. Quand on dit que les Américains vont commencer à prioriser moins le théâtre européen et plus le théâtre asiatique, ça veut dire qu'un jour, eux, les Européens, auront des commandes chez les industriels de défense américains, et en même temps, les Philippines, le Japon, Taïwan, etc., auront aussi les mêmes commandes, parce qu'en plus, ce sont les mêmes armes. Eh bien, qui aura la priorité dans les livraisons? Si les États-Unis vraiment totalement se tournent vers la Chine, ce sera les Asiatiques. Et si, étant donné le rapprochement russe-chinois qui est en cours, disons, puisqu'on réfléchit à des scénarios, quand et si la Chine fait une action provocatrice ou agressive sur Taïwan et donc emmène les États-Unis dans une confrontation là-bas, et en même temps, le Russe fait un des scénarios possibles sur Narva, sans même envoyer des troupes réelles, mais peut-être des gens pas en uniforme, mais qui font une action contre un pays de l'OTAN, en même temps, comment on va gérer ? Les industriels américains, on l'a vu d'ailleurs, ils ont de vrais, même les Américains, ont des limites à combien ils peuvent augmenter leur capacité industrielle de production. On l'a vu maintenant depuis l'Ukraine. Donc si on est face à ce scénario double en même temps, les Européens vont être nus très vite. C'est pour ça qu'il faut investir dans la base industrielle en Europe, en continuant évidemment à acheter, mais quand même un peu moins américain. Et comme ça, on se prémunit. On a au moins deux sources d'approvisionnement. Et je vous avoue que je trouve que c'est tellement évident, je ne comprends pas comment certains pays n'ont toujours pas compris ce concept. Dès qu'il y a un problème en Europe, les Américains, on a vu ça au temps de la guerre froide aussi, mais encore plus aujourd'hui, ils achètent, ils ouvrent tout de suite on disait le carnet de chèques à une certaine époque, mais plus personne n'a de carnet de chèques. On se dirige vers les États-Unis pour acheter américain, au nom de deux choses. D'abord, parce que c'est ce qu'il y a de disponible sur étagère, bien souvent. Il n'y a pas forcément d'alternative européenne au même prix. Et puis par ailleurs, et c'est très important, on estime acheter de la réassurance. On estime en achetant américain qu'on garantit un peu d'Amérique chez soi, et donc c'est rassurant. Ça tient chaud pour les nuits d'hiver. Je plaisante pas, hein. C'est des mécanismes psychologiques. On achète de la réassurance américaine. Je crois que ce que vient de dire Rime est extrêmement juste, parce que c'est un argument qui existait beaucoup moins il y a 15 ans. Les problèmes des capacités de production et de stock font que si les industries américaines doivent faire des arbitrages,
ça ne sera probablement pas au bénéfice des Européens. Et je trouve que c'est un argument extrêmement important parce que c'est un des rares arguments nouveaux dans un débat transatlantique qui ressasse quand même depuis 70 ans un peu les mêmes arguments. J'ajoute juste un point. Il faudrait quand même que nous, en France, nous Français, on arrête d'engueuler nos partenaires et alliés américains européens, chaque fois qu'ils achètent européens. Ça, américains, pardon. Ça, c'est quand même, si on veut développer, alors ce néologisme, la BITD, la base industrielle et technologique de défense en Europe, on commence par pas engueuler ses clients potentiels. C'est un truc tout simple, mais j'ai en mémoire on a tous en mémoire quelques déclarations de politiques ou d'industriels qui commencent à engueuler les autres parce que vous n'êtes pas venu acheter chez moi. C'est pas comme ça qu'on séduit le client. Hein. L'approche client, c'est pas ça. Donc il y a aussi des choses, là je pense que franchement les Français doivent faire attention à leur propre discours pour être crédibles. Monsieur, vous pouvez vous présenter brièvement aussi, s'il vous plaît. Alors, je suis retraité. Monsieur Evenou Jean-François, je ne sais pas si ça vous suffit. Voilà, j'avais juste l'idée que de mutualiser les défenses militaires en Europe, ça serait un moyen de réduire le déficit budgétaire français. Parce que je crois qu'on a beaucoup de dépenses au niveau militaire chez nous. Et compte tenu de la situation financière, ça serait peut-être... Mais je ne sais pas si c'est... Enfin, ça pourrait être un objectif, quoi. Qui veut répondre ? Très rapidement, d'abord, vous avez raison, sur le papier, ça serait une bonne idée ça serait un bon moyen de faire des économies. La mutualisation, c'est très difficile dans les faits, parce que un pays qui renonce à une capacité parce qu'il sait... Il y a deux manières de faire. Vous pouvez renoncer à une capacité parce que votre copain l'a et il viendra à votre aide si vous en avez besoin. C'est déjà psychologiquement et politiquement difficile. Et puis le copain, on n'est pas sûr qu'il sera là pour vous le jour venu. Il y a une autre manière de procéder, c'est la mutualisation pure et simple. On fait des ensembles communs, des produits communs et des forces communes. Ça peut être fait, mais on se rend compte que très souvent, les deux pays n'ont pas exactement les mêmes besoins. Et pendant des années, on va se disputer sur tel ou tel aspect technique, telle ou telle norme. Bref, c'est une très longue manière de dire, oui, il faudrait pouvoir avancer dans cette direction. Dans les faits, on se rend compte que c'est extrêmement difficile de progresser. Ouais, je suis plutôt d'accord, et il faut toujours prendre en compte cette question de souveraineté qui reste quand même très chère à tous les pays, et les questions d'intérêt à un niveau très national, c'est-à-dire une usine d'armement, elle donne de l'emploi à X nombre de gens, et donc tout le monde veut ces usines chez eux. Mais vous avez raison qu'il faut au moins qu'on essaye à allier les deux. C'est pour ça que je parlais de consolider et de coordonner les besoins. Et il faut inventer un nouveau modèle, oui. Mademoiselle au milieu. Alors, moi, je suis lycéenne. Avec ma classe, on se posait une question. C'est quelle est la place de l'OTAN dans un monde multipolaire où des puissances comme la Chine et la Russie remettent en question l'ordre mondial dominé par l'Occident ? Tu commences, Rim ? Ah oui, c'est une excellente question. Vous avez 1 heure. Vous avez 1 heure, exactement. Si les États-Unis n'affaiblissent pas l'OTAN, donc si Donald Trump n'affaiblit pas l'OTAN, et si les Européens en font plus pour leur propre sécurité et donc renforcent l'OTAN, l'OTAN a un rôle primordial. Parce que je pense que dans votre question, vous sous-entendez que ce nouvel ordre mondial qui est en train d'être négocié aujourd'hui, à la force des armes aussi, il va être plus brutal, il y aura moins de règles, moins d'ordre, et donc il faudra se prémunir, et une alliance défensive est ultra importante, même cruciale, pour pouvoir protéger nos sociétés, mais aussi nos capacités économiques et industrielles, parce que ça, c'est l'autre pan de la puissance européenne et aussi américaine. Donc oui, mais j'ai commencé par les si. Donc il faut que toutes les deux se passent pour que l'OTAN puisse continuer à être efficace. Y a un truc très simple pour commencer, c'est que l'OTAN, ce n'est pas un pays. Vous avez cité un pays, les États-Unis, un pays, la Russie, un pays, la Chine, un pays, la Russie, mais l'OTAN, ce n'est pas un pays. Autrement dit, vous pouvez pas, quand on pense en grands rapports de force internationaux,
ça reste les grands rapports de force entre pays restent plus importants que ceux qui impliquent des organisations comme l'OTAN. Ça reste fondamentalement une organisation militaire et de sécurité dont il ne faut pas exagérer le poids, dont il ne faut pas exagérer la force. C'est comme toutes les organisations internationales, c'est ce que les pays membres en font. Et puis aujourd'hui, les Français s'inquiétaient il y a quelques années, il y a une crainte récurrente en France, c'est de voir l'OTAN s'élargir partout dans le monde. Pourquoi pas l'Argentine, membre de l'OTAN, le Japon. C'est un peu une crainte française parce qu'aujourd'hui, on voit bien que l'OTAN revient, comme ça a été dit tout à l'heure, à son cœur de métier, qui est la défense collective contre un problème, une menace militaire extérieure, qui d'ailleurs peut tout aussi bien être cyber. Hein. Le fameux article 5 dont on parlait, et l'idée que ça puisse être une attaque cyber massive et non pas les chars qui déroulent sur les plaines du nord de l'Europe, c'est une idée qui a fait son chemin. Donc, je crois qu'il faut mettre l'OTAN à côté, à part. Il n'y a pas d'équivalent dans le monde parce qu'il n'y a pas d'alliance multilatérale aussi solide, aussi structurée et aussi durable. Ça n'existe pas dans le monde, il n'y en a pas d'autres. Et ça n'a pas existé dans l'histoire des 2 derniers siècles. C'est assez intéressant. Il y a une exception de l'OTAN dans l'histoire des alliances militaires. Mais ça n'est quand même ce n'est presque qu'une alliance militaire. Il ne faut pas en faire trop sur l'OTAN elle-même. Et puis une dernière chose, moi j'aime pas trop qu'on assimile l'OTAN à l'Occident. D'abord parce qu'on peut se demander si, après tout, la Turquie se voit, elle, exclusivement comme un pays occidental. Non, la Turquie va vous dire que moi, elle ne va pas se définir prioritairement comme pays occidental. On peut dire que le Japon, après tout, est peut-être tout aussi occidental. Est-ce que la Hongrie partage encore les valeurs occidentales? Il y a tout un débat sur qu'est-ce qui incarne la notion d'Occident. Je ne suis pas sûr que l'OTAN l'incarne très bien finalement. Vous voyez, en tout cas, cette assimilation, c'est quand même d'abord et avant tout un instrument pratique, même si ça avait été conçu comme quelque chose qui incarnait la solidarité des démocraties libérales ou des démocraties pas si libérales que ça, d'ailleurs, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce qu'il y a encore une question? Sinon, j'en ai une, moi. Ah oui, okay, il y en a encore 2. Bonjour. Mademoiselle. Ah, pardon. Bonjour, excusez-moi, je suis une élève de terminale et comme on vient d'aborder justement le sujet des États-Unis, c'est pour savoir, lorsque vous aviez parlé des élections, la possibilité que si Trump était élu, qu'il y ait justement une forme de... Enfin, est-ce qu'on peut parler justement d'un retour à l'isolationnisme comme dans les années 1920 à 1945 ? Très bonne question. Je pense qu'il y a clairement un courant isolationniste aux États-Unis qui n'a pas disparu et qui revient en force. Et c'est lié à ce que je disais sur la perception parmi certains Américains de plus en plus que l'Europe en fait est riche et pourquoi ils ont besoin des États-Unis. Et il y a aussi de l'autre côté de l'échiquier politique, donc plus à gauche, un sentiment que aux États-Unis, l'état de l'infrastructure, l'état du système de santé, l'état du problème de drogue, etc. On a besoin de réinvestir dans ces questions et on a besoin donc de se concentrer beaucoup plus sur les problèmes à l'intérieur que de constamment essayer de mettre de l'ordre dans le monde. Donc ça, oui, le côté isolationniste aux États-Unis est assez ancré. Et il existe des 2 côtés du spectre politique. Et il est aussi dû à la géographie des États-Unis. Vous savez, c'est un pays-continent, en gros, qui est entouré de 2 océans et d'un pays au nord, le Canada, qui ne va jamais lui faire de mal. Et bon, le Mexique, qui est dans une situation où, pour le moment, il ne lui pose pas de vraies menaces sécuritaires. Donc c'est facile d'être isolationniste parce que c'est un pays qui continue en plus d'être riche, qui a des matières premières très importantes et qui a de l'innovation et une production de richesse qui est supérieure au monde entier. Et ça, c'est un vrai sujet de crainte pour, d'ailleurs, les Européens, entre autres, par rapport à leurs alliés américains. Il y avait encore une question quelque part. Oui. Alors bonjour, moi aussi je suis lycéen en terminale et je voulais vous demander, puisque vous évoquiez la contribution en termes de pourcentage du PIB des pays européens, pourquoi nombre de nos partenaires se complaisent dans cette situation de dépendance vis-à-vis des États-Unis ?
Là aussi, vaste question. Bruno ? Le bonheur dans l'esclavage. Soit par aveuglement sur la réalité des scénarios dont nous avons parlé depuis 1h30, soit parce qu'ils disent que c'est facile, c'est plus facile comme ça, tout simplement. Et ce que nous estimons, nous, en tant qu'analystes, souvent être de l'aveuglement, eux ne le voient pas comme ça. Ils se disent ça a toujours fonctionné comme ça, ils ont toujours été là, c'est moins cher, c'est plus pratique. C'est la pesanteur historique. Vous savez, il serait extrêmement difficile pour les Européens de passer à une situation très différente où ils ne comptent quasiment plus sur les Américains. Je ne dis pas c'est ce qui va se produire. Si nous devions faire cela, admettons le scénario du pire, mais vraiment le scénario du pire, où l'Amérique lâche totalement l'Europe, ce qui ne se produira probablement pas. Mais pensons à ce scénario. Là, les Européens sont paniqués. On serait totalement... On a été drogués à la dépendance vis-à-vis de la défense États-Unis. Donc voilà, situation de dépendance, situation de confort, je ne sais pas comment il faut l'appeler, mais en tout cas, c'est bien ancré aujourd'hui dans la conscience européenne et au point que, voilà, je pense qu'il y a 6 mois, des gens comme Rim, comme Isabelle et moi, enfin il y a 6 mois, non, il y a 1 an, je pense que c'était déjà, il y a des gens qu'il fallait secouer pour leur dire, réfléchissez au scénario Trump. Petite parenthèse, les Ukrainiens, et ça Isabelle, je sais que tu le sais bien, les Ukrainiens avaient déjà commencé à penser au scénario Trump. C'était peut-être les mieux préparés, enfin intellectuellement en tout cas, parce qu'ils savaient que ça avait des conséquences directes pour leur... Donc ils commençaient déjà à penser au scénario Trump bien avant nombre d'Européens. Moi, je vais vous donner juste une comparaison simple. Si vous aviez des parents qui sont très bienveillants et cool, qui vous donnent de l'argent tout le temps, et qui ne vous mettent pas trop de pression, vous n'allez pas leur dire « arrêtez de me donner de l'argent ». Vous allez prendre l'argent et vous allez vivre à leurs dépens parce que c'est plus facile que d'aller travailler, se lever tôt le matin, prendre le métro. Mais c'est la même chose avec les Européens. Ils sont en situation de minorité, mais minorité assez confortable. Et ils ne vont pas en sortir à moins que les choses deviennent vraiment très rudes. C'est tout. Alors, on a 3 minutes, donc je vais prendre une question, c'est la dernière, parce qu'après, Rim doit prendre son train. Oui, est-ce que le Maroc et la Tunisie sont partenaires de l'OTAN? Et y a-t-il d'autres pays également partenaires de l'OTAN? C'est le partenariat du Sud. Oui, mais ils ne sont pas alliés, donc ce n'est pas la même chose. Mais oui, il y a un partenariat du Sud, il y a le Maroc, il y a Israël, il y a l'Égypte. Il y a quels autres pays? Je ne me rappelle plus de tous les pays, mais oui, ils sont là et ils se réunissent au moins une fois par an. Et ils ont des liens spéciaux et rapprochés avec des facilités avec l'OTAN que d'autres pays n'ont pas. Et c'est essentiellement du partenariat de coopération. Ça n'a rien à voir avec les engagements de défense dont on a parlé tout à l'heure. Eh bien, c'est fini. Merci beaucoup.